Voilà, alors la semaine dernière, j'avais conclu le cours, enfin j'avais procédé à un survol des textes d'Asie centrale, principalement textes sogdiens, qui présentent un caractère, disons, original et littéraire affirmé. Donc on avait vu les trois textes appartenant d'ailleurs chacun à une tradition religieuse différente, qui était de nature religieuse, et on avait en fait, on en était arrivé à des textes qui sont également à caractère littéraire, mais appartiennent à des registres non strictement religieux. Alors on avait donc vu commencer à voir le fragment de l'épopée de Rostam, sur lequel, qui va être en fait l'essentiel du sujet de ce cours, parce que je vais donc aborder sa représentation en images que nous avons par la peinture de Penjikent, et une autre catégorie, disons, de ces textes sogdiens à caractère original, largement original. Ce sont des textes en prose qui sont en fait des narrations, des textes narratifs manichéens. Le fragment de Rostam, on le sait depuis peu de temps, est en fait rythmé. Les narrations manichéennes sont en prose. Alors, on avait vu dans le registre des textes manichéens des textes stricts vraiment à caractère profondément liturgique, des hymnes. Là, donc, je vais survoler la question de narrations qui ont un rapport moins évident avec le prêche, avec le service. Il faut distinguer deux genres. Il y a d'une part les paraboles. Le livre essentiel, la publication essentielle est récente par Adam Ben-Kato, qui actuellement a repris le flambeau des études, disons, philologiques iraniennes à l'université de Berkeley. Il a publié sous ce titre, qui est le titre que porte le recueil, un ensemble de paraboles qui sont des histoires et qui avaient évidemment une intention édificatrice. Elles n'étaient pas utilisées dans la liturgie manichéenne, mais elles avaient une intention édificatrice qui est d'ailleurs mentionnée par les textes eux-mêmes. Et alors, autre catégorie où là, on a affaire à un répertoire qui a des liens moins directs, beaucoup moins directs, avec le service religieux, ce sont les contes. Et là, c'est un répertoire énorme. Les contes manichéens, c'est un très gros répertoire qui n'arrête pas d'enfler parce que... on ne trouve plus des contes complets comme on avait au début, mais enfin, dans la collection des manuscrits rapportés à Berlin par l'expédition allemande du début du XXe siècle, on continue, en inventoriant les fragments, à tomber sur des fragments de contes qui n'avaient pas été identifiés avant et qui sont régulièrement publiés. Alors, la publication qui reste fondamentale, qui a vraiment lancé jeter les bases de l'étude de ce répertoire, c'est par le grand Walter Bruno Henning, Histoire sogdienne, paru en 1945 et repris dans le volume de ses articles choisis, paru en 1977. Là, disons, les contes principaux sont là. Hein. Alors, la recherche a été continuée ensuite par notamment Nicolas Sims-Williams, Enrico Morano, qui, encore une fois, c'est lui qui régulièrement débusque un fragment et le publie, ça augmente la collection.
Alors, on va y revenir abondamment à ce répertoire des contes à propos des peintures de Penjikent, parce que s'ils n'y sont pas illustrés directement, ils sont illustrés par des versions apparentées, lesquelles versions apparentées ont circulé bien au-delà de l'Église manichéenne, ont finalement abouti en Occident, et pour certaines ont terminé avec les fables de La Fontaine. On identifie, pour la plupart d'entre eux, on identifie des sources indiennes. Dans le répertoire des contes indiens ou parfois des vies antérieures du Bouddha. On identifie aussi des sources grecques. Il y a un cas que je montrerai où on a carrément deux fables d'Ésope en adaptation assez proche. On a parfois, dans quelques cas, des sources bibliques. Et puis, dans certains cas, on n'a pas de modèle repéré. Alors là, il faut aller chercher, quand on est désespéré, pour trouver un modèle dans les littératures qu'on a sous la main, on va chercher dans Arne Thompson, le gros répertoire Patterns of the Folk Tale, qui est le répertoire mondial classé typologiquement des contes, dans toutes les cultures. Et dans Arne Thompson, on finit toujours par trouver ce qu'on cherche. Alors parfois on s'aperçoit que le conte sogdien qu'on cherche à expliquer, ça ressemble, enfin c'est finalement chez Charles Perrault qu'on trouve la version la plus proche. La recherche est généralement féconde. Il faut savoir aussi que ces contes sogdiens, pour certains, ont été composés directement en sogdien, mais pour, semble-t-il, la plupart, il y avait des modèles en part, que parfois on voit, parfois on les a, et puis parfois on les devine. En tout cas, on voit que c'était une littérature qui était lue et qui a circulé longtemps, puisque les manuscrits qu'on a sont du 9e et du 10e siècle, c'est-à-dire à un moment où les langues dans lesquelles ces contes ont été transcrits, c'est-à-dire, encore une fois, le parthe et le sogdien, avaient disparu ou étaient en train de disparaître en tant que langue vivante. Alors, il y a, dès le début de la révélation de ce répertoire, s'est posé la question de leur place dans la chaîne de transmission interculturelle. On a tout de suite vu que on en retrouvait en Iran, on en retrouvait en Occident. Alors, qu'est-ce qui est au début, qu'est-ce qui est emprunté, qu'est-ce qui a été au contraire récepteur. Tout ça est rediscuté dans le livre très intéressant d'Adam Ben-Kato, qui d'ailleurs préfère pour les contes le terme de didactic narratives, parce que même si dans certains cas, et dans beaucoup de cas en fait, ça paraît complètement artificiel, malgré tout, on voit qu'ils ont des morales, et ces morales pouvaient avoir un sens pour la prédication manichéenne. Alors, je reviendrai sur tout ça ensuite, à propos des images qu'on est dans les peintures. On a voilà un exemple assez parlant. C'est le conte du... ici, ça s'appelle Le marchand et le joueur de harpe. On l'a en sogdien, une version presque identique, qui s'appelle Le perceur de perles. Alors là, je vous donne la version qui est passée en Iran. On n'a plus le texte Pélévi, mais ça a été traduit en arabe par Ibn al-Muqaffa, qui est l'un des premiers grands traducteurs de littérature iranienne en arabe, et ça a circulé dans tout le monde islamique. C'est le livre de Khalilé et d'Emné, l'histoire des deux chacals. Ça a fini en Inde avec les fables de Bidpai, qui sont encore une fois une des sources principales de La Fontaine. Voilà ce conte. Je constatais qu'un homme qui mènerait une vie ascétique et vertueuse en assumerait toutes les conséquences, et puis s'en laisserait distraire par les rares charmes d'un monde éphémère et périssable, auquel il fut encore sensible,
Cet homme-là, avec les jours qu'il aurait perdus, serait pareil au marchand de la fable qui, à ce qu'on raconte, possédait des perles en quantité. Il loua pour les percer et les travailler les services d'un homme au prix de 100 dinars par jour et s'en vint chez lui en sa compagnie. Comme il s'asseyait, l'homme jeta un regard vers une harpe qui se trouvait posée là. Donc l'homme qui est l'artisan. Hein. Le marchand lui demanda s'il en touchait de façon convenable. Et l'autre ayant répondu par l'affirmative, il lui permit de jouer. L'homme prit l'instrument, où il était justement fort habile, et fit entendre sans relâche sa voix qu'il avait agréable et juste. Il laissait là, ouvert comme il l'était, son panier de perles et se consacrait à sa musique. Mais le soir venu, il dit « Fais-moi verser mon salaire ». L'autre répondit « As-tu travaillé ?»« Oui, j'ai fait ce que tu m'as demandé. » Le marchand paya le salaire et le travail pour lequel il avait loué les services de l'homme resta là sans être exécuté. Alors dans la version sogdienne, c'est le roi qui sert d'arbitre et qui dit « non, il n'a pas percé tes perles, mais il a travaillé pour toi, tu lui avais demandé de jouer de la musique. Donc ses heures de travail doivent être payées. » Voilà. Ce qui est amusant, c'est qu'il y a une morale dans la version manichéenne. À la suite de ce récit, la morale est donnée. Alors, écoutez bien ça. Le sage donna cette explication allégorique. Le perceur de perles est le corps. Les 100 dinars représentent une vie de 100 ans. Le propriétaire des perles est l'âme. Et le percement des perles représente la piété. Là, on se gratte un peu la tête. Allez. Quel rapport avec ce qu'on vient de lire? Ça paraît une morale artificielle complètement plaquée. Alors oui et non, c'est le cas en général avec les morales de ces récits. On voit qu'ils n'ont pas été écrits pour l'édification, ils ont été récupérés et on a essayé de les intégrer à l'enseignement du manichéisme. Ceci dit, ici, l'intérêt pour ce conte n'est pas non plus fortuit, parce que la perle est un élément mystique extrêmement important, notamment dans le gnosticisme, c'est-à-dire les mouvements, le gnosticisme, il y a beaucoup, les mouvements, disons, philosophico-mystiques qui circulaient entre l'Égypte, le Proche-Orient et l'Empire romain, qui ont, dans la basse Antiquité, et qui ont été un des arrière-plans du manichéisme. Alors on se bat beaucoup chez les spécialistes du manichéisme. Le manichéisme est-il un gnosticisme ou n'est-il pas un gnosticisme? La réponse n'est pas près d'arriver, mais il se trouve que un des premiers poèmes gnostiques en syriaque, le Chant de la Perle, qui est du IIIe siècle, est à propos d'une perle qui, un personnage descend du ciel pour aller la chercher. Apparemment, ce personnage, c'est Jésus. La perle symbolise la totalité des âmes égarées dans ce monde-ci. Et elles doivent être rassemblées, en l'occurrence par Jésus, pour remonter au ciel. Voilà. Et on a un autre texte manichéen important, les Actes de Pierre et des 12 apôtres, qui est en copte, où la perle symbolise le royaume céleste lui-même. Alors, si vous voulez vous plonger dans les délices du gnosticisme, il y a maintenant un remarquable volume dans la Pléiade, textes gnostiques. Il s'agit en fait des textes coptes trouvés à Nag Hammadi en Égypte, sous la direction de Jean-Pierre Mahé, avec des remarquables commentaires. Alors, donc voilà, on est des gens dont la pensée s'était formée dans une ambiance, disons, gnostique, pouvaient s'intéresser à ces contes, mais parfois pour un motif assez circonstanciel. Ici, on voit guère, à part le fait qu'il s'agit de perles, on ne voit pas très bien le rapport. Alors, ces écrits, ces contes et ces paraboles circulaient sous une forme matérielle indépendante des rituels. Alors, on a identifié au minimum un codex, un cahier de paraboles manichéennes. C'est ce qui a été publié,
C'est l'ensemble publié ici par Adam Ben-Kato. Et on a réidentifié récemment un codex de petits contes. C'était des petits livres. Alors, il y avait parfois des formats abrégés, des abstracts abrégés en format de poche. Identifié ici, c'est la parabole de la religion et de l'océan. Alors, bon, je vous passe les détails. Enfin, en gros, l'océan, toutes les caractéristiques de l'océan signifient un des aspects de la religion. Alors, il est infini comme la religion. Oui, enfin, il y a toutes sortes de. Il peut être corrompu parce qu'il y a toutes sortes de sales bêtes qui nagent dedans, etc. Bien. Alors, c'est pareil. Le rapport entre l'océan et la religion, c'est quelque chose de relativement banal. Le terme anglais pour l'Église catholique, c'est the Holy See. Alors ici, on l'a en sogdien, en écriture sogdienne, en version longue. Et en écriture manichéenne, je vous avais expliqué, ils avaient mis au point une écriture phonétique qui fait le délice des linguistes. On a une version courte. Ici, c'est un petit rouleau qui pouvait se glisser dans la poche. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même, ça contient le résumé de la morale, et on voit que, comme les abstracts qui sont maintenant demandés pour les textes des articles et des conférences, l'abréviateur a fait en sorte de garder les mots-clés. C'est-à-dire que c'est extrêmement réduit par rapport au texte de départ, mais il y a les mots-clés. Voilà, on comprend de quoi il s'agit. Alors, voilà ce qu'on peut dire maintenant, pour le moment, sur ces textes, notamment ces contes, sur lesquels, encore une fois, je vais revenir dans ce que j'aborde maintenant, qui est la deuxième partie du cours, qui concerne les représentations figurées de littérature centra-asiatique. Alors, il y a deux catégories seulement qui se prêtent à des identifications dans les arts figurés. Bon, je ne parle pas du répertoire bouddhique, bon, pour lequel on a des quantités d'images, notamment dans les sites bouddhiques du Xinjiang, mais dans un contexte non clérical, il y a deux catégories qui se prêtent à des identifications dans les arts figurés. C'est les contes, comme je viens de le dire, et l'épopée. Bien. Il faut savoir tout de suite que les textes écrits reconnaissables sur les peintures, soit parce qu'on les a par écrit, soit parce qu'on en connaît d'autres versions, sont très minoritaires par rapport aux textes que nous n'avons plus que en peinture. Et du coup, l'alternative est la suivante. Est-ce qu'il faut considérer qu'une masse immense de littérature écrite a péri et n'a été sauvée que par la peinture, ou est-ce qu'il faut envisager la possibilité qu'il y avait des transmissions non écrites, des récitations orales, des psalmodies, etc. Bien. Ou des transmissions mixtes. Et on pense évidemment aux rouleaux historiés, des rouleaux avec figurant comme les récits, enfin des épisodes des récits sous forme assez abrégée et quelques indications. Et celui qui montrait le rouleau s'inspirait de ces indications pour les développer. En réalité, on a vraiment beaucoup de raisons de penser que ces formes de transmission, soit orales, soit chantonnées, soit mixtes, ont existé. Alors maintenant, dans quelle proportion? On va reparler de tout ça. Alors, je dois rendre hommage aux devanciers qui ont vraiment débloqué les clés de ces interprétations, de ces identifications de récits connus, notamment par les peintures sogdiennes. Le grand pionnier, ça a été Alexandre Belenitsky,
directeur des fouilles de Penjikent dans les années 50 et 60. C'est lui le premier qui a reconnu des thèmes du livre des rois de Shahnameh, de Firdoussi, sur les peintures de Penjikent. Et ce n'est pas par hasard, parce que c'était pratiquement, c'était, je dirais même à l'époque, le seul archéologue d'Asie centrale qui avait au départ une formation d'orientaliste. C'était en fait un grand arabisant et un grand spécialiste de littérature persane. D'ailleurs, l'archéologie, ça ne l'a jamais beaucoup excité jusqu'à la fin. L'iconographie, oui. L'archéologie, moins. Il déléguait à ses brillants collaborateurs, notamment Marchak. Pour quelle raison? Alors, petite anecdote. Pour quelle raison ce grand orientaliste était-il soudainement devenu archéologue? Ben, c'est pour échapper au goulag. C'est parce que juste après la guerre, le grand pionnier, mais qui était très peu, même pas du tout spécialisé langue ancienne, le grand pionnier de l'archéologie du Khwarezm, dont j'ai parlé dans mon cours il y a assez longtemps, Sergueï Tolstov, qui était donc à Moscou, a débarqué à Saint-Pétersbourg en service commandé d'épuration. Il était chargé de démolir, pour cause de non-conformité à la pensée stalinienne, les travaux du plus grand arabisant de l'époque, Kratchkovski, qui était encore vivant et qui était à Saint-Pétersbourg. C'était la prise de contrôle idéologique de Moscou sur Saint-Pétersbourg, où on trouvait quand même qu'il y avait encore à l'Ermitage un peu trop de juifs, un peu trop de barons baltes, etc., un peu trop d'anciens nobles. Bon. Et il y en a un, ils étaient tous terrorisés par le discours de Tolstov, il y en a un qui a pris la parole pour défendre Kratchkovski, c'est son élève Belenitsky. Vous avez tout de suite compris, je ne vais pas vous faire un dessin, ce qui l'attendait. L'Ermitage, en catastrophe, l'a reformaté comme archéologue et l'a envoyé au Tadjikistan, se mettre au vert, loin des centres de la répression, et diriger la fouille de Penjikent, dont le directeur venait de mourir. Alors, comme m'a dit son élève et successeur Boris Marchak, que je n'ai pas connu. Oui, Belenitsky, je l'ai rencontré, mais très vieux. Mais Marchak, je l'ai très bien connu. Marchak disait, oui, alors évidemment, Belenitsky, bon, l'archéologie, la stratigraphie, la poterie, ça ne l'intéressait pas. Mais l'avantage, c'est qu'il a introduit dans la fouille de Penjikent un niveau de conversation élevé, et que c'est pratiquement la seule fouille d'Asie centrale qui a échappé à l'ivrognerie ambiante. Parce qu'à table, les conversations étaient intéressantes. Voilà, donc c'est lui le premier qui a trouvé, qui a compris, qui a identifié des sujets. Ensuite, j'ai parlé de Boris Marchak, qui a très brillamment continué sur cette lancée, et j'ai montré au tout début son livre paru quelques années avant sa mort, donc au début des années 2000, Légendes, contes et fables dans l'art de la Sogdiane, qui reste la base absolue de tout ce que je vous raconte ici cette année. Il y a eu d'autres contributions. Grigory Semyonov, un fouilleur de Penjikent, qui a remis en cause certaines interprétations de Marchak, ce que d'ailleurs celui-ci ne lui a pas pardonné, et une collègue de Leipzig, Monique Azin, la seule qui soit encore vivante aujourd'hui, qui, elle, vient des études bouddhiques et indiennes, et qui a affiné les identifications qui avaient été proposées dans le répertoire indien. Alors, commençons par les épopées qui vont nous occuper un certain temps avant qu'on aborde les contes. Comme je l'ai dit, en sogdien, on a conservé une seule épopée, à l'état fragmentaire, c'est le fameux fragment de Rostam, dont j'ai déjà eu l'occasion de parler, en prose rythmée, dont on a justement comparé certains passages à Rabelais. Alors, c'est là que
mon talent technique va être démontré. Alors, oui, ben vous voyez, j'espérais vous impressionner, ben, mes compétences, mais il faut aller sur diaporama. Oui, merci, merci. Je crois que ma cause est vraiment désespérée en ce qui concerne la manipulation des outils techniques. Alors, je vous en ai cité un bref passage. Là, on va le lire en entier. Il est long, mais vous allez voir, on est vraiment pris par le récit. Comme disait Marchak, ça, c'est du vrai Sogdien. Ce n'est pas le misérable bégaiement mot à mot des traductions d'écrits bouddhiques. Alors, le texte n'a ni début ni fin, puisque c'est un fragment, c'est même deux fragments qu'on a trouvés à Dunhuang, qui ont été recollés en fait après coup. Il y en avait un morceau ramené par Orelstein à Londres, et un morceau trouvé dans les réserves à la Bibliothèque nationale ici. C'est Benveniste qui a montré que ça recollait. Du coup, voilà le texte. Les démons aussitôt s'enfuirent vers la ville. Rostam les poursuivit jusqu'à la porte. Beaucoup moururent piétinés. Seul 1 millier parvint à entrer dans la ville. Ils fermèrent les portes. Rostam s'en retourna en grande gloire. Il alla jusqu'à une belle pâture, s'arrêta, décela son cheval et le lâcha dans l'herbe. Lui-même se reposa, mangea, se rassasia, étendit son tapis de sel, s'allongea, s'endormit. Vous voyez, c'est de la bande dessinée. On comprend que ça pouvait être facilement transposé en peinture. Les démons débattirent méchamment entre eux. Ils se disaient l'un l'autre: ce fut grand dommage, grande honte pour nous, qu'à cause d'un seul chevalier, nous nous soyons réfugiés dans la ville. Pourquoi ne pas sortir? Ou nous mourrons tous et serons anéantis, ou nous tirerons vengeance pour nos seigneurs. Les démons, maigres restes de leur ancienne troupe, entreprirent de s'équiper lourdement de solides armures. Ils ouvrirent les portes de la ville. Beaucoup d'archers, beaucoup montés sur des chars, ça c'est le passage rabelaisien, beaucoup d'archers, beaucoup montés sur des chars, beaucoup sur des éléphants, beaucoup sur des porcs, beaucoup sur des renards, beaucoup sur des chiens, beaucoup sur des serpents et des lézards, beaucoup à pied, beaucoup volant comme des vautours, beaucoup retournés tête en bas et pieds en haut. Tous émirent un rugissement. Longuement, ils firent tomber pluie, neige, grêle, éclairs et tonnerre, ouvrant leur gueule, crachant feu, flammes et fumée, ils partirent à la recherche du vaillant Rostam. Survint Rarch au bon flair. Rarch, c'est le cheval de Rostam, dont on va reparler parce qu'elle figure abondamment dans la version peinte. Il réveilla Rostam. Rostam sortit de son sommeil. Vite, il revêtit son vêtement de peau de panthère, attacha son gorite, le porte-arc, pas le carquois, monta Rarch et s'élança vers les démons. Quand Rostam vit de loin l'armée des démons, il dit à Rarch: viens, mon seigneur, recule petit à petit. Il emploie un terme de respect envers son cheval. Recule petit à petit. Faisons ce stratagème pour attirer les démons dans la plaine. Comme j'avais été amené à le dire, le personnage de Rostam entretient quelques rapports avec celui de Lucky Luke. Parce que comme Lucky Luke, il arrive toujours au bon moment, et comme Lucky Luke, il parle à son cheval. Bien. Aussitôt, Rostam fit demi-tour. Quand les démons virent cela, aussitôt, cavalerie et infanterie se précipitèrent en avant. Ils se disaient l'un à l'autre: à présent, le moral du chef est abattu. Il n'est plus en état de se battre avec nous. À aucun prix ne le laissons s'échapper. Ne le tuons pas, mais prenons-le vivant pour lui infliger un châtiment terrible et de dures tortures. Les démons s'encourageaient l'un l'autre. Tous, ils poussèrent un cri et se précipitèrent à la poursuite de Rostam. Alors Rostam fit face et attaqua les démons, tel un lion furieux un cerf, ou une hyène un troupeau, ou un faucon un lièvre, ou un porc-épic un serpent, et il commença à les massacrer. Alors, oui, j'ai mis certains mots en rouge, parce que c'est intéressant dans ces quelques lignes, le vocabulaire
n'est pas le vocabulaire sogdien proprement dit, ce sont des mots persans. Yen Haftor, le troupeau Ramag, le serpent Ashdaha. Il y a des mots apparentés en sogdien, mais là, c'est les formes persanes. Alors, on ne peut pas décider si c'est du persan moyen, du Pélévi d'époque sassanide, ou déjà du persan moderne. Mais en tout cas, on voit qu'il y a des persianismes. Alors, au total, cette histoire, c'est un épisode de ce qu'on appelle la première guerre contre les démons du Mazanderan, la guerre que mène Rostam. Ça se déroule au début du règne ô combien agité du roi Keikawus, dont on va reparler. Alors en fait, Rostam apparaît au premier plan dans cette guerre parce que dès le début, Keikawus a été fait prisonnier. Et donc, c'est Rostam qui mène les combats. Alors, par un hasard remarquable, il se trouve que ce seul fragment conservé d'épopée sogdienne est aussi le plus reconnaissable dans la peinture de Penjikent. Alors, les points, je vous mets tout de suite, voilà. Voilà, telle qu'elle est exposée au musée de l'Ermitage. C'est ici, et je pense pouvoir démontrer que c'est aussi ici. Ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé avant-hier. Les points de comparaison sont donc avec ce texte, sont d'une part avec cette peinture qui date des années 740, c'est la fin de la grande période de Penjikent, déjà sous domination arabe, et d'autre part, c'est le livre des rois de Ferdowsi, qui a été, disons, composé aux alentours de l'an 1000, hein, donc presque 3 siècles d'intervalle, et le manuscrit sogdien qu'on vient de voir a été copié en Chine, probablement au IXe siècle. Donc, il prend place entre les deux, entre cette peinture et le livre des rois. Sauf qu'il est probablement antérieur à la période dans laquelle il a été transcrit. Antérieur de combien? On ne peut pas le dire parce qu'encore une fois, on ne peut pas déterminer si les formes persanes sont vraiment sont encore Pélévi ou déjà persanes. Bien. Alors, voilà Rostam. Il a une tête très particulière. C'est le seul héros dans la peinture sogdienne qui est toujours montré de profil. On ne le voit jamais de face. D'autres sont souvent de 3/4, pas vraiment de face, mais toujours de profil. Et pour quelle raison est-ce qu'il est montré de profil? Parce qu'il y avait un modèle. Ce visage est copié, on peut dire, vraiment, c'est de la décalcomanie, hein, sur des monnaies plus anciennes de près de 3 siècles. Ce sont des monnaies émises, pas en sogdiane, mais émises à Kaboul et au Gandhara à la fin du 5e siècle par la dynastie des Huns, qu'on appelle les Hephthalites. Et c'est exactement le même profil. Les sourcils très obliques, le nez, le menton en galoche, même le couvre-chef un peu compliqué, le crâne parfois un peu déformé en pain de sucre, il l'a aussi. C'est à se demander si l'artiste n'avait pas les pièces sous les yeux. Alors, évidemment, on s'est interrogé sur la raison pour laquelle Rostam a été modelé sur ces anciens souverains qui n'étaient même pas de la même région. Alors, l'explication qui vient à l'esprit, c'est que ces souverains avaient régné sur des régions qui, dans l'épopée, sont régulièrement associées à Rostam. Rostam est par son père, il est prince du Sistan, les régions aujourd'hui frontalières entre l'Iran et l'Afghanistan, au sud-est de l'Iran. Et sa mère est la fille du roi de Kaboul. Donc, on peut se dire, est-ce que les gens qui avaient en main ces monnaies, qui pouvaient évidemment plus déchiffrer, n'identifiaient pas ces personnages avec les ancêtres de Rostam? On a certainement fait le rapprochement.
Alors du coup, on retombe sur l'idée qui a toujours été défendue, selon laquelle Rostam viendrait d'un cycle, en fait, serait un intrus. Il viendrait d'un cycle initialement indépendant du cycle royal iranien. Parce que Rostam traverse les règnes. Il a une espèce d'immortalité. Enfin, il meurt quand même à la fin, mais on le voit régner, on le voit faire ses exploits sous 3 rois qui appartiennent à 4 ou 5 générations. Donc, évidemment, il vient d'ailleurs. Et puis, par ailleurs, alors que beaucoup de héros du livre des rois ont en fait leur origine dans des noms qu'on trouve dans l'Avesta, le texte sacré des Zoroastriens, notamment des litanies, des listes de saints personnages pour lesquels on prie, etc. Il n'y est pas. Il n'y est pas. Il a l'air de venir d'ailleurs. Alors, on a supposé il avait existé un cycle épique, initialement indépendant du cycle royal iranien. Alors, il se trouve qu'un auteur arabe du Xe siècle, Massoudi, très bien informé, mentionne un tel récit qu'il appelle le Sargesaran, c'est-à-dire l'histoire des chefs du Sistan. Donc, c'était peut-être bien le cycle de Rostam et de sa famille, et qui, à un certain moment, est rentré dans le livre des rois. Et ce moment, on peut le démontrer maintenant, il est antérieur à cette peinture. Parce qu'il y a des morceaux de cette peinture, enfin les morceaux que, en réalité, j'ai identifiés il y a 2 jours, et qui visiblement trouvent leur parallèle très proche dans le livre des rois. Et puis par ailleurs, on a ce cycle de Rostam. Alors, j'ai dit quelques mots sur son cheval. Le voilà. Alors, il a toujours un cheval de cette couleur, un cheval, on dit un cheval bai ou alezan. C'est une robe qui est brun rougeâtre. Et alors, ça ne se voit pas très bien sur cette image, mais mieux sur d'autres. Un cheval bai a les balsanes, c'est-à-dire le bas des jambes, blancs. Ça se voit encore sur celle-là. Ça ne se voit plus sur celle-là, mais sur d'autres images, ça se voit. Et il a également le chanfrein qui est blanc. Ça, c'est la définition d'un cheval bai. Or, il se trouve que le nom même du cheval, Rarch, veut dire couleur feu, etc. Donc, son nom décrit sa robe. Et ça, c'est fréquent en hippologie. Beaucoup de chevaux, souvent, on donne au cheval un nom qui rappelle la couleur de sa robe. Grison, c'est extrêmement... Parce qu'à chaque robe étaient associées des qualités spéciales. Alors, en ce qui concerne le cheval bai, c'est vraiment... ce sont des qualités un peu magiques. Voilà, ce sont des chevaux qui ont des qualités surnaturelles. Alors, il se trouve que l'épopée occidentale, le cycle de Charlemagne, a un équivalent très proche de Rarch, à la fois par son nom et par ses facultés. C'est l'épopée des 4 fils Aymon, qui a été extrêmement populaire à partir du XIIIe siècle, qui continue au XIXe siècle, il y avait encore beaucoup d'enfants qui la lisaient. Donc ça appartient au cycle des compagnons de Charlemagne. Alors, ils ont un cheval qui s'appelle Bayard, d'où le nom du chevalier sans peur et sans reproche. Et Bayard, ça veut dire bai. C'est-à-dire que le cheval Bayard, il a le même nom que le cheval de Rostam. Et curieusement, le cheval Bayard, il a des capacités surnaturelles. Il fait des sauts gigantesques et il comprend le langage humain. C'est quand même assez curieux de trouver ce genre d'analogie. Et bon, on peut peut-être verser ça au dossier des hypothèses sur la circulation de motifs mythologiques entre, disons, le monde scythe, l'Atho sensu, et l'épopée occidentale. Alors, la peinture de Penjiken, par certains traits,
on va voir ça. Par certains traits, elle est plutôt proche. Je dirais que bon, cette peinture, le récit sogdien qu'on a vu et le texte de Firdoussi, ce n'est pas le même texte. Il y a des analogies, mais ça n'est pas le même texte. Alors, par certains traits, les rapports sont plutôt entre cette peinture et le texte sogdien. Par exemple, les démons combattants, dont on vient de parler tout à l'heure, qu'on va voir ensuite, sont décrits précisément dans les deux cas, alors que dans le texte de Ferdoussi, ils sont réduits à une masse indistincte. Bien. Dans d'autres cas, l'analogie est plutôt entre la peinture et le Shahnameh, le texte de Ferdoussi. Rostam, dans les deux cas, est avec des compagnons, alors que dans le texte sogdien, il combat seul. Dans le livre des rois, alors je dis tout de suite, maintenant, le livre des rois, c'est très facile de le trouver en français dans son intégralité. C'est la remarquable traduction partiellement assonnancée qu'a publié Pierre Lecoq il y a quelques années. Il y a le texte absolument intégral et avec, je dirais, un bon niveau de littéralité. Voilà. C'est pas toujours, bon, il faut toujours aller voir le texte persan pour contrôler des détails, mais quand on cherche un passage, il faut commencer par ça, surtout que ce travail est indexé, avec un index précis. Donc c'est vraiment un outil de recherche formidable. Il y a ce que je vous dis, dans beaucoup de choses que je vous dis maintenant et que je vais vous dire dans les séances suivantes, je ne les aurais jamais trouvées si je n'avais pas eu cet outil de travail. Alors, dans le livre des rois, Rostam accomplit 7 exploits. Bon, évidemment, chiffre hautement symbolique. Mon hypothèse, c'est qu'il y en a autant sur la peinture, mais la correspondance n'est que partielle. Et en tout cas, ils ne sont pas dans le même ordre. Et il y a un élément d'incertitude parce que la fin du cycle ici est mal conservée. Alors, si on prend dans le livre des rois, voilà les 7 exploits dans l'ordre. Rostam tue, alors quand il arrive dans le pays, donc des démons du Mazendéran, pays au sud de la Caspienne, où on situait toujours des populations païennes, démoniaques, etc. Et il entre dans ce royaume dans lequel son roi, Keikaous, est stupidement tombé prisonnier au début de la guerre. Et il doit accomplir 7 exploits avant d'arriver à l'endroit où son roi est prisonnier et de pouvoir le délivrer. D'abord, il tue un lion. Ensuite, il traverse un désert et avec ses compagnons, ils sont tous presque morts de soif, mais miraculeusement, il trouve une source. Ensuite, il combat un dragon. Ensuite, il combat une sorcière. Alors, cette sorcière est d'abord une jeune fille qui tente de le séduire. Et puis, ils font un petit pique-nique en préliminaire. Et au moment où Rostam lui tend la coupe de vin, il prononce une formule de bénédiction où il y a le nom de Dieu. Ferdoussi n'écrit pas Allah, c'est Khoda. Dieu. Et en entendant le nom de Dieu, la jolie jeune fille retrouve sa vraie nature, qui est une horrible sorcière. Et Rostam la tue. Ensuite, il prend au lasso un chevalier qui s'appelle Avlod, qui est un démon, mais qui a une apparence totalement humaine, qui fait partie de l'armée du Mazendéran et qui va devenir en fait son grand allié. Ensuite, il tue le démon Arjan, qui est le chef de l'armée du Mazendéran, et c'est là que, brièvement, dans le livre des rois, se trouve le combat contre une troupe de démons qui est développé dans le texte sogdien et aussi dans la peinture. Ensuite, il tue le démon principal du Mazendéran, qui est un géant, qui est le démon blanc. Bien. Voilà les 7 exploits. Alors, sur la peinture, je propose certaines identifications, mais oui, ça ne correspond pas littéralement.
Marchak, alors je me base, pour l'identification des épisodes, la base reste l'analyse de Marchak, mais je me sépare de lui pour quelques détails, et surtout, lui ne reconnaissait pas cet exploit. Et moi, je pense qu'on peut, on peut en voir 7, mais ce qui se passe, c'est qu'il faut distinguer entre, je dirais, scène et exploit. C'est-à-dire que j'appelle scène toute séquence, toute scène où Rostam apparaît. Mais c'est pas forcément, ça ne correspond pas forcément à un exploit. Alors, voilà, prenons depuis le début. Scène 1, introduction. Rostam et ses compagnons chevauchent et entrent dans le pays des démons. Alors, est-ce qu'on voit... Oui, c'est la droite de la scène. Un démon, perché sur une montagne, lève les bras en signe de désespoir, parce qu'il sait qu'il voit ce qui va leur tomber dessus. Et alors là, le détail ne se voit pas bien sur la photo, mais ça se voit sur les dessins. Ici, on a un chien qui ronge des os. Pourquoi? Et Marchak a trouvé l'explication. Dans le zoroastrisme, les restes humains sont donnés à manger à des chiens. Et on recueille les os pour mettre dans les ossuaires. Donc, ce motif veut dire la mort est là. Voilà, attention, danger. Alors, cette petite bête-là, devant le visage de Rostam, et d'autres personnages dans la peinture sogdienne. Ah oui, bon, on va la voir mieux. Oui, là. Ici, en fait, c'est un lion avec une queue de poisson qui tient un ruban. Alors, on en a beaucoup discuté parce que c'est une espèce de blason, c'est-à-dire que les différents héros n'ont pas la même bête qui leur vole devant le visage. Rostam, c'est une espèce de lion avec cette queue de poisson, de pan en réalité. C'est un motif qu'on trouve beaucoup dans l'art sassanide. Pendant longtemps, on a dit c'est le simorgue. Alors, le simorgue, c'est un oiseau gigantesque qui est le protecteur de la famille de Rostam, et qu'on va retrouver. Et puis, on s'est aperçu que ça ne collait pas vraiment. En fait, il faut probablement adopter une autre identification. C'est, la fortune, le charisme personnel du héros, ce qu'on appelle en sogdien, comme dans les langues iraniennes généralement, le farn. En avestique, le khwarna. C'est une espèce on dirait la baraka en arabe. C'est un principe de légitimité, de grâce octroyée par les dieux. Et il peut s'incarner sous des formes différentes, et plus ou moins chaque héros a son propre farn. Et on voit même que des personnages négatifs, des ennemis, ont un farn, mais il est mauvais, c'est un vautour. Ils ont un mauvais farn, et lui, il a un bon farn. Donc ça, il n'y a pas d'exploit ici, parce qu'il ne semble pas que ce soit la traversée du désert, il n'y a rien qui semble évoquer une source. Je dirais c'est la scène introductrice, c'est l'entrée dans le pays des démons. Scène 2, il a un lasso. Alors on le voit très bien, vous voyez ici. Sa queue de pan, non, c'est une queue de poisson. Il termine en reptile, il a une tête de lion, et il tient souvent un anneau dans la bouche ou alors un ruban. C'est vraiment le signe de la bénédiction divine. Bien. Alors là, il a un lasso, et on le voit mal ici parce que c'est mal conservé, mais ce personnage a la tête inclinée, en fait, il est attrapé au cou. Rostam capture un ennemi au lasso. Alors là, c'est dans Firdoussi, mais plus tard dans la séquence, c'est le chevalier démoniaque Avlod qui est pris au lasso.
Donc là, on retombe sur nos pieds. Ensuite, ça se complique un peu. Parce que, voilà, bizarrement sortie derrière un rocher, une jolie jeune fille avec des tresses, voilà, qui lève la main en signe de bienveillance ou peut-être d'invite. Et là, on voit mal, mais c'est un petit angelot qui tient un collier. Donc, je dirais, ça c'est la séduction. Et c'est certainement la sorcière. C'est l'épisode de la séduction par la sorcière qui va se révéler une démone et qui va être tuée. Mais le peintre a choisi, peut-être par manque de place ou par manque d'intérêt, de représenter cette scène de manière extrêmement elliptique. C'est-à-dire qu'on a uniquement, on a la vision de cette jeune fille, mais on ne voit pas comment ça se termine. J'ai cru à un moment que le dragon ici, qui est féminin parce qu'il a des seins, qu'on voit ici, le dragon qui combat Rostam, j'ai pensé à un moment que c'était la sorcière qui montrait sa forme véritable. Mais je ne le crois plus parce que l'épisode du dragon a une cohérence particulière dans le récit. Donc là, j'appelle ça un insert. Hein. Deuxième exploit, la sorcière. Scène 3, exploit 3, le dragon. Alors là, Rostam est en train de se faire avaler la tête par ce dragon qui l'attrape avec un dragon serpentin, hein, qui ensuite, ici, va se retrouver mourant au sol. Alors, il y a une incertitude sur la manière dont Rostam le tue, parce que, voilà, selon Pavel Lourlier, c'est une idée très astucieuse, qu'il a en fait, il a trouvé ça dans les versions georgiennes de cette histoire. Rostam a été avalé, en réalité. Et là, il cache une arme. Il a été avalé et il a crevé le dragon de l'intérieur. Et c'est comme ça qu'il a réussi à sortir. Bon. J'ai quand même une objection, c'est que les blessures apparaissent dès le début. Là, Rostam ne peut pas avoir causé ça, puisqu'il n'est pas encore avalé. Dans le livre des rois, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est Rarch qui mord le dragon. Et ça se voit, ici, sur cette miniature persane, vous voyez. Rostam va couper la tête du dragon, et là, Rarch le mord. Et les flammes sortent des blessures du dragon. Alors, des esprits chagrins pourront me dire, mais comment est-ce que Rarch peut mordre le dragon puisqu'elle a une muselière ? Mais en fait, tout cheval soglien, les Sogliens ne montaient que des étalons. Leurs étalons étaient toujours muselés. Parce que les étalons, ça se mord les uns les autres. Alors, bon, moi je me dis, le peintre, il a représenté le cheval comme il avait l'habitude de représenter les chevaux sogliens. Il ne s'est peut-être pas posé la question de savoir comment il enlève sa muselière pour mordre le dragon. Bon, enfin, on peut toujours me contester. On continue. Alors voilà, le dragon est en train d'agoniser. Rostam et ses compagnons. Alors, au début, ils étaient 3, et maintenant, ils sont 4. Voilà, ici. Le 4e, c'est Avlod, celui qui l'a attrapé au lasso et qui a rejoint la troupe. Et ça, c'est dans le livre des rois. Alors, voilà, scène 4, je dis, c'est pas un exploit particulier, ils avancent. Bon, voilà. On n'a plus l'air d'être dans le désert, puisqu'il y a une fleur. Et il y a toujours le démon qui est sur sa montagne et qui s'inquiète de plus en plus de ce qui va arriver. Alors, exploit 4, exploit 4, Rostam combat un cavalier qu'on ne voit pas vraiment. Hein. Mais, et là, il y a des démons, un cavalier qui est le chef de l'armée des démons. Parce que ceux qui sont morts ici, vous voyez, ils ont celui-là, il a des pattes de bouc.
C'est un démon. C'est le chef de l'armée des démons. Alors c'est dans le livre des rois, c'est le démon Arjang qui est le chef de l'armée des démons, et c'est à cette occasion que se passe le combat contre justement cette armée des démons qui est, dans le récit de Ferdoussi, réduite à une sorte de collectivité amorphe, mais qui est très détaillée dans le texte sogdien et sur la peinture. Alors voilà, le démon avec les pattes de bouc, et voilà, alors est-ce que c'est aussi... Non, c'est là. Vous voyez, voilà les têtes des démons, ici, hein, ils ont des crânes sur le... Ça, c'est inspiré de l'iconographie bouddhique. Ils ont des crânes sur la tête. Et il y a des points communs avec le récit sogdien. Pas complètement, c'est moins détaillé, mais enfin, le récit sogdien parle de démons dans des chars. Celui-là, il est en char. Des démons qui montent des vautours. Alors là, il y a un vautour. Il n'est pas monté, mais c'est un vautour. Des démons à pied, c'est le cas ici. Et alors, ceux qui combattent les démons, oui, c'est la suite en fait de l'exploit 4, où Rostam a affronté personnellement le démon Arjang. C'est la suite de l'exploit 4. Ses compagnons, c'est pas lui, hein, ses compagnons combattent les démons. Exploit 5. Rostam combat un cavalier âgé. Il a une barbe, vous voyez. Alors, on ne sait pas s'il a vraiment des traits démoniaques. Logiquement, ce serait le roi du Mazanderan. Mais il se trouve que ce roi apparaît dans un épisode ultérieur. Bon, alors c'est peut-être un autre, c'est peut-être son prédécesseur. Dans Firdoussi, ça devrait être le roi du Mazanderan. Et ce qui est amusant, vous voyez ici, c'est qu'il y a une chouette. Pourquoi est-ce qu'on a mis une chouette? Mon idée, c'est que c'est pour dire que c'est un combat qui se déroule de nuit. Alors, ensuite, exploit 6. À partir de là, c'est un petit peu plus délicat parce que les photos et les dessins publiés sont plus en continu. Ça ne permet plus de faire une liaison vraiment continue. Il faudrait que je reprenne tout ça. Le seul endroit où je pourrais reprendre tout ça, c'est au musée de l'Ermitage, où la scène est entièrement remontée, mais non, en ce moment, je n'ai pas la possibilité d'y aller. Mais c'est ici visiblement l'exploit 6, c'est la mort du démon blanc, qui a une tête de lion. Alors, bon, il se trouve qu'il n'est pas vraiment blanc, il est plutôt jaune, mais enfin, je pense que c'est le démon blanc, et là, Rostam et ses compagnons continuent. Voilà. Et après ça, ça devient assez compliqué, parce que c'est extrêmement fragmentaire, récemment publié par Larissa Kulakova, qui est je crois, une restauratrice au musée de l'Ermitage. On voit un grand vase, une fleur. Ce vase semble adoré. Et ensuite, on a ce grand oiseau sur une montagne. Je vous dis tout de suite, c'est le Simorgh, le protecteur de Rostam et de sa famille. Et puis, Rostam a l'air d'accomplir encore un exploit qui pourrait être le dernier, voilà, avant la délivrance de son souverain. Bon, je dis tout de suite les hypothèses qu'on peut faire. Kulakova a rapproché de 2 épisodes du Livre des Rois dans lesquels on voit qui font intervenir un vase rituel. C'est le roi Kei Khosrow qui voit le monde dans une coupe magique. Il se trouve qu'on va retrouver cet épisode ailleurs. Il y a ça. Ou alors là, c'est quand même vraiment tentant. C'est qu'il y a un héros, le fils du roi, qui est Kaous, au terme d'histoire très romanesque,
il s'est retrouvé prisonnier donc, chez les ennemis, les Touraniens. Il a été décapité, et c'est un martyr qui est vénéré. On a longtemps dit que c'était le prototype de l'imam Hossein. Et son sang est recueilli dans un vase. Et quand on verse ce vase, il en sort une fleur. Il y avait des poèmes sur cette fleur qui circulent à Boukhara, parce qu'on disait que ça s'était produit à Boukhara, encore au Moyen-Âge. Alors là, je trouve ça quand même assez tentant, parce que je me dis, si les Sogdiens ont inventé le cheval Bayard des 4 fils Aymon, ils ont peut-être bien inventé le Graal. Voilà. Mais ça pose un problème de logique, dans la logique narrative, parce que ces 2 épisodes, la coupe de Khosrow et la coupe recueillant le sang de Siyavush, en fait, appartiennent à des épisodes plus tardifs, contre d'autres adversaires qui sont en fait pas les démons du Mazanderan, mais les Touraniens, les gens de l'Est, plus ou moins les Turcs. Et bon, alors voilà, est-ce que ce serait un insert qui annonce... C'est comme extrêmement tentant. Ce rapport de ce vase qui est rituel, parce que celui-là est à genoux, et de la fleur qui pousse, ou alors est-ce que c'est Siyavush qui est à genoux et qui va se faire décapiter? Possible aussi. Mais alors est-ce que c'est une anticipation? Ou est-ce que la narration ici continuait au-delà de cet épisode des guerres du Mazanderan? Là, on ne peut vraiment pas dire. Ici, en tout cas, Kulakova a tout à fait raison. C'est le vrai Simorgh, il est là. On a d'autres images, on voit que c'est plutôt un aigle. Ce n'est pas une petite bestiole là, qui vole devant le visage, c'est un grand aigle qui vit sur une montagne. Sur cette montagne, il a recueilli le père de Rostam quand il était petit, parce qu'on l'avait abandonné, parce que c'était un albinos. Voilà, donc il est recueilli par le Simorgh, et puis finalement, il protégera, il continuera à veiller sur la famille de Rostam. Là, ça fonctionne plutôt bien. Là, c'est quand même un mystère très irritant. Voilà. Bon, j'ai terminé pour aujourd'hui et on continuera la semaine prochaine avec les exploits de Rostam et compagnie. Je vous remercie.